the forced displacement of civilians, and the disastrous humanitarian situation and the critical socio-economic and security situation in the Gaza Strip. As has been stressed by numerous delegations speaking at these hearings, the situation on the ground has since deteriorated in a dramatic way. The Gaza Strip, since October 2023, has been an area of intense hostilities. This time, violence has taken an unprecedented and indeed a catastrophic scale. The overall number of victims during the current wave of violence, almost 30,000, has already surpassed the figure from any of the previous Arab-Israeli wars. Images from Gaza are terrifying. Indiscriminate airstrikes are killing civilians and erasing whole residential districts. More than half of all buildings in the Gaza Strip have been destroyed. Up to 90% of Gazans have been forced to leave their homes and are living in inhuman conditions. Against the backdrop of the tough Israeli blockade, the Gaza Strip is experiencing a genuine humanitarian catastrophe. Its inhabitants are suffering from an acute shortage of food, medication and fuel. Access to sources of clean water has been limited, resulting in a spread of infectious diseases. Over 20% of agricultural lands have been damaged and will never be recultivated. Mr. President, Russia, of all countries, understands the dangers of terrorism. We have faced this evil time and again. Let me use this opportunity to reiterate our heartfelt condolences to the Israelis who lost their loved ones in the attack on the 7th of October. Brutal massacre of innocent people, taking of hostages, and other terrorist violence do not have and cannot have any justification. We have repeatedly condemned such acts. Let me also stress that Russia highly values the stable relations that we enjoy with Israel. We are united by shared history of combating Nazism, as well as by a myriad of present-day human ties. Our cooperation is resilient in the face of geopolitical turbulence, and we are committed to its further development. Having said this, we are convinced that the tragic events of the 7th of October cannot justify the collective punishment of more than 2 million Gazans. We cannot accept the logic of those officials in Israel and some Western countries who try to defend the indiscriminate violence against civilians by referring to Israel's duty to protect its nationals. Violence can only lead to more violence. Hatred brings hatred. This vicious circle must be broken. In Russia's view, security both for Israel and the Palestinians can only be ensured if the root cause of the current crisis is addressed. Outbreaks of violence will inevitably occur again until the Palestinian people, having suffered for decades from injustice, exercises its right to establish an independent state. That state, in accordance with the Security Council and General Assembly resolutions, is to emerge within the 1967 borders with East Jerusalem as its capital. Only this approach, based on international law, can bring a lasting peace for the region and security for Palestinians and Israelis alike. This is the spirit that has been guiding Russia in fulfilling its responsibilities as a mediator between Palestine and Israel, notably as a member of the so-called Quartet, alongside the United Nations, the United States and the European Union. The history of the conflict shows what happens when Security Council resolutions are ignored and influential global actors are incapable of or unwilling to help the parties find consensual solutions.
Attempts to put the conflict into a low-intensity mode instead of a comprehensive settlement have time and again provoked eruptions in the occupied territories. The current wave of violence is no exception. It was preceded by a persistent policy of the United States and its allies aimed at freezing the status quo, watering down the political processes, promoting a one-sided vision of a settlement. Among the victims of such short-sighted and irresponsible approach was the quartet of mediators, those of mediators whose work has been effectively blocked by the United States. This flawed policy of Washington has predictably led to a failure that has cost thousands of innocent lives. Today, all responsible members of the international community are facing a difficult task of creating conditions to lead the situation out of the current impasse. After the violent phase has been overcome, the parties will need help in establishing a full-fledged political dialogue, allowing them to settle all disputes on the universally recognized international legal basis. Russia hopes that the advisory opinion of the court will contribute to achieving this goal. Mr. President, a lot has already been said in this hall on the numerous violations of international law by Israel. Russia supports the assessments given in the General Assembly Resolution 77/247 and the respective reports of the Secretary General. We also support relevant resolutions of the Human Rights Council based on the reports of its Special Rapporteur. In today's statement, let me focus on two of the most important aspects. The first one is the persistent denial by Israel of the right of Palestinians to self-determination. The right to self-determination through the establishment of an independent Palestinian state has been at the heart of efforts of the international community. This right has been recognized by the General Assembly, the Security Council, and by this court. It's worth recalling that the principle of self-determination of peoples is one of the foundations of the United Nations, mentioned in the very first article of its charter. Every state has the duty to refrain from any forcible action which deprives peoples of their right to self-determination. Meanwhile, as recognized by the General Assembly, the protracted Israeli occupation prevents the Palestinians from implementing that right. An end to the Israeli occupation has been identified as a goal for the international community by legally binding resolutions of the Security Council, including Resolution 2334. Israel is accordingly under an obligation to cease its violations of international law and to allow the Palestinian people to establish an independent state. This necessarily means that the occupation must come to an end. The other key problem that leads to continuous violations of human rights of Palestinians are the Israeli settlement activities. This policy, sometimes referred to as creation of facts on the ground, was launched back in 1967 and has led to progressive shrinking of Palestinian lands. This has effectively undermined prospects of a negotiated solution of the one element of the final status, namely the issues of territory and borders. The overall number of Israeli settlers in the West Bank, including East Jerusalem, is over 700,000. The situation is exacerbated by other arbitrary moves by the Israeli authorities, such as confiscation of lands, demolition of homes, and prohibition of new construction. Most recently,
This has been accompanied by violence emanating from Israeli settlers. In 2023, that is after the present request for an advisory opinion was made, the settlement activities of Israel have gained a record-breaking high speed. Thus, according to the latest reports of the United Nations Secretary General, in 2023, plans for more than 700,000 housing units were advanced, approved or tendered. This is more than double than 11,700 units in 2022, which in itself was a remarkable figure. During the current wave of violence, we have witnessed public statements by Israeli cabinet members announcing plans to resume settlement activities in the Gaza Strip. Thus, on the 28th of January 2024, at a conference in West Jerusalem, cabinet ministers openly called for deportation of Palestinians from Gaza and presented a map with 21 settlement blocks. One cannot help noting that the event was held 2 days after this court indicated provisional measures in the South Africa versus Israel case. The court agreed that the situation in Gaza poses risks of irreparable harm to the rights of Palestinians guaranteed by the Genocide Convention. This fact alone underscores the gravity of the situation. In this connection, it's worth recalling that this court, in its advisory opinion on the wall, recognized that the Israeli settlement in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, had been established in breach of international law. As explained in that advisory opinion, the settlements are contrary to the principle of inadmissibility of acquisition of territory by force. They also contradict the provisions of the Fourth Geneva Convention, prohibiting transfers of population and deportations from an occupied territory. Resolutions of the Security Council have characterized that policy as changing the legal status and geographical nature of the occupied territories and materially affecting their demographic composition. In its resolution 2334, the Security Council reaffirmed that the settlements have no legal validity and constitute a flagrant violation under international law and a major obstacle to the achievements of the two-state solution and the just, lasting and comprehensive peace. This policy is aggravated by numerous violations of other rules of international humanitarian law and human rights law. These include the right to life, to respect for private and family life, to property, to freedom of movement, to freedom of religion, to work, to health, to education, and to an adequate standard of living. As mentioned earlier, this policy continues unabated in defiance of Security Council resolutions and the Quartet roadmap. Importantly, as stressed in Resolution 2334, the settlements are dangerously imperiling the viability of the two-state solution based on the 1967 lines. They are thus also violating the right of the Palestinian people to self-determination. Israeli policies in Palestine, to Russia's deep regret, include other international law violations. Many examples have been provided by other delegations here. The Russian Federation expects the court to give them due consideration. Mr. President, members of the court, the question before us, therefore, the legal consequences of those violations. The starting point here is the well-established rule whereby every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that state.
In the present proceedings, the court will be right to conclude that Israel's violations result in Israel's duty to comply with the obligations it had breached, to put an end to its ongoing violations, and to provide reparation for the damage caused. This means, first and foremost, that Israel is under an international legal obligation to respect the right of the Palestinian people to self-determination and to stop all settlement activities in the occupied territory. Given the particular legal framework in the Middle East peace process, Israel is also under an obligation to cease all activities that impede reaching a final status agreement based on the right of the Palestinian people to self-determination in an independent, viable and contiguous Palestinian state with East Jerusalem as its capital. Having said that, the court will be wise not to engage in a detailed discussion on the precise scope and forms of implementation of Israel's responsibility. This is important for two reasons. First, advisory proceedings before the court are not an exercise in implementation of responsibility. No state is invoking Israel's responsibility in these proceedings, as indeed Israel is precluded from invoking responsibility of others. A state may only be brought before this court on the basis of its own consent. Full respect for the principle of consent is of crucial importance for the integrity of international judicial procedures. Secondly, the international community has established a solid legal framework for the Middle East peace process. This legal framework is a universally recognized and a legally binding one. It contains crucial elements that effectively coincide with the aims of international responsibility. A negotiated two-state solution with an independent, viable, and contiguous Palestinians peacefully coexisting with Israel will be the best recipe for bringing an end to Israel's violations, creating guarantees of their non-repetition, and redressing the damage. The advantage of the peace process is an idea of direct negotiations between Israel and Palestine. They are to reach an agreement on the basis of their free will. In Russia's opinion, that significantly strengthens the chances that an agreement will actually be achieved, will indeed satisfy the interests of both parties, and will be implemented in practice. The Russian Federation invites the court to be guided by the need to contribute to creating conditions for successful final status negotiations. The best contribution would be a confirmation by the court that Israel and Palestine are under an obligation to resume such negotiations, while all states and international organizations shall cooperate in order to make that possible. In its written statement, the Russian Federation has discussed the status of the court as one of the principal organs of the United Nations. The court has on many occasions recognized that its advisory opinions represent its participation in the activities of the organization. When asked by the General Assembly to provide an advisory opinion, the court should give an opinion that would indeed be useful for the Assembly. For these reasons, we respectfully submit that the court, when giving an advisory opinion in this case, should be guided by the principles of the peace process and should actively seek to give an opinion that would contribute to their implementation. Mr. President, today I will not dwell upon issues of jurisdiction, admissibility, applicable law, or interpretation of questions put by the General Assembly. The respective chapters of the written contribution of the Russian Federation retain their full relevance.
Let me now summarize our submissions. The continued Israeli occupation of Palestine impedes the realization of the Palestinian people of its right to self-determination. Israeli settlements are contrary to the principle of inadmissibility of acquisition of territory by force. They also run counter to the prohibition of transfer and deportation of population of an occupied territory. The settlement activities are aggravated by numerous other violations of international humanitarian law and human rights law. All states are under an obligation not to recognize the illegal situation resulting from Israel's violations. Israel shall terminate its breaches of international law. It must, in particular, cease all settlement activities and all other activities that impede reaching a final status agreement. At the same time, discussion on Israel's responsibility must remain within the limits imposed by the advisory nature of these proceedings and to the need to create conditions for successful final status negotiations. Israel and Palestine are under an obligation to conduct in good faith and without delay negotiations aimed at reaching a final status agreement. All states and international organizations are under an obligation to contribute to creating conditions for such negotiations. The agreement thus reached shall result in the implementation by the Palestinian people of its right to self-determination and emergence of an independent, viable, and contiguous Palestinian state, with East Jerusalem as its capital. This will bring an end to the ongoing violations of human rights of Palestinians and to the Israeli occupation. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. President. I thank the delegation of the Russian Federation for its presentation. J'invite maintenant la délégation de l'État participant suivant, la France, à prendre la parole devant la Cour et appelle M. Diego Colas à la barre. Monsieur Colas, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est un grand honneur pour moi de représenter mon pays devant la Cour. Permettez-moi, en introduction, de revenir à mon tour sur le très lourd contexte dans lequel s'inscrivent ces audiences. Le 7 octobre 2023, Israël a connu une attaque terroriste d'une ampleur sans précédent. La France a condamné, dans les termes les plus forts, l'attaque perpétrée par le Hamas et les autres groupes terroristes et a exprimé sa pleine solidarité avec Israël et les victimes de cette attaque. Comme l'a fait la Cour dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue le 26 janvier 2024, la France appelle à la libération immédiate et inconditionnelle des otages enlevés par le Hamas et les autres groupes terroristes lors de l'attaque en Israël du 7 octobre. La France rappelle également le droit d'Israël à se défendre et à défendre sa population dans le but d'éviter que des attaques comme celle-ci ne se reproduisent. Ce droit doit s'exercer dans le strict respect du droit international et en particulier du droit international humanitaire. Alors que les opérations et bombardements israéliens font des milliers de victimes civiles à Gaza, la France a affirmé avec clarté, constance et de manière répétée cette exigence. La protection des civils et des personnels humanitaires est un impératif moral et une obligation internationale. Israël doit se conformer au droit international humanitaire qui impose en tout temps et en tout lieu des principes clairs de distinction, de nécessité, de proportionnalité et de précaution. J'ajoute que le respect du droit international, en particulier du droit international humanitaire, par toutes les parties prenantes, est le seul horizon de paix possible. La France a pris note des inquiétudes exprimées par la Cour dans son ordonnance du 26 janvier dernier, quant aux conséquences des opérations militaires qui se déroulent dans la bande de Gaza.
Les préoccupations de la Cour sur, je cite, l'ampleur de la tragédie humaine qui se joue dans la région et sur les souffrances humaines que l'on continue d'y déplorer ne peuvent qu'être partagées par mon pays. Comme l'a rappelé le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères lors de son intervention au Conseil de sécurité des Nations Unies le 23 janvier 2024, il nous faut œuvrer immédiatement à un cessez-le-feu durable qui seul permettra de mettre fin aux souffrances de la population civile de Gaza. En rendant un avis consultatif dans le cadre de la présente procédure, la Cour peut apporter une contribution précieuse au règlement juste et durable du conflit israélo-palestinien. En effet, un avis de sa part pourrait utilement contribuer à la clarification du cadre et des paramètres juridiques applicables à cette situation. Ce sera ensuite aux parties prenantes, appuyées par la communauté internationale, qu'il incombera de rechercher par la négociation une solution de paix durable en conformité avec le droit international. À cet égard, la France réitère son soutien constant à une solution négociée à deux États, vivant côte à côte au sein de frontières sûres et reconnues, fondées sur les lignes du 4 juin 1967, ayant l'un et l'autre Jérusalem pour capitale. En effet, pour la France, seule une solution politique à deux États permettra de répondre à la fois aux droits des Israéliens à la sécurité et aux aspirations légitimes des Palestiniens à un État indépendant, viable et contigu, vivant dans la paix et la sécurité aux côtés d'Israël. Pour y parvenir, la France appelle à une relance décisive et crédible du processus de paix. La situation actuelle en Israël et en Palestine soulève un nombre important de questions de droit international. Seules certaines d'entre elles sont abordées par les questions posées par l'Assemblée générale et il importe, de l'avis de la France, que le champ de la présente procédure y soit précisément circonscrit. Il appartiendra dès lors à la Cour de fournir à l'Assemblée un avis l'éclairant sur les questions juridiques posées, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, au regard de l'ensemble de ces éléments et suivant l'ordre des questions posées à la Cour, mon propos abordera les 5 points suivants. Le droit à l'autodétermination, l'occupation, colonisation et annexion, les lois et mesures discriminatoires, le statut de Jérusalem et les conséquences juridiques. Avant d'aborder ces 5 points, je ferai une remarque sur le droit applicable. Pour avoir une vision complète du cadre juridique pertinent pour la présente demande d'avis, il convient de souligner que la Palestine est depuis l'avis de 2004 devenue partie à plusieurs traités multilatéraux, dont une liste non exhaustive figure dans les observations écrites de la France. Premièrement, le droit du peuple palestinien à l'autodétermination a été rappelé par la Cour dans son avis rendu en 2004. Le Conseil de sécurité l'a également affirmé à plusieurs reprises. L'existence d'un peuple palestinien au sens du droit international ne saurait plus faire débat. À ce titre, comme tous les peuples, il bénéficie d'un droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, pour reprendre les termes de l'article 1er commun au pacte de 66, un peuple détermine librement son statut juridique et assure librement son développement économique, social et culturel. Ainsi, en ce qui concerne le peuple palestinien, ce droit a d'abord une dimension politique. Cette dimension a été largement consacrée par diverses résolutions de l'Assemblée générale. Elle se caractérise par le droit à un État de Palestine indépendant, son droit d'exercer sa souveraineté sur son territoire, d'accéder à l'indépendance dans son État, la Palestine. Cette perspective s'inscrit pleinement dans la vision d'une région dans laquelle les deux États, Israël et la Palestine, vivent côte à côte à l'intérieur de frontières reconnues et sûres. Une solution de paix passera nécessairement par la conclusion d'arrangements de sécurité entre Israéliens et Palestiniens, prévoyant des garanties concrètes et efficaces. En même temps, ces garanties de sécurité ne pourront exister que s'il existe à l'avenir un véritable
État palestinien à même de conclure de tels arrangements et de les faire respecter. C'est-à-dire un État capable d'exercer sa souveraineté pleine et entière dans ses frontières internationalement reconnues. Dans ce contexte, la France estime que toute action allant à l'encontre de la nécessité de préserver l'unité, la continuité et l'intégrité de l'ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, constitue une violation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. De ce point de vue, la poursuite de l'occupation, mais aussi le développement de colonies de peuplement et le morcellement qui en découle entravent l'édification d'un État de Palestine viable. La perspective d'un tel État s'éloigne au fur et à mesure que les atteintes à l'intégrité des territoires palestiniens occupés perdurent et s'amplifient. Plus fondamentalement, la persistance des manquements imputables à Israël menace la possibilité pour le peuple palestinien d'exercer effectivement son droit à l'autodétermination. À cet égard, le constat dressé par la Cour en 2004 perdure, mais le passage du temps n'est pas neutre. Il obère les perspectives d'une concrétisation du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Près de 20 ans après l'avis consultatif rendu par la Cour sur les conséquences juridiques de la construction du mur en territoire palestinien occupé, le maintien de la situation d'occupation, la multiplication des mesures qui l'accompagnent et le développement des colonies de peuplement forment autant d'obstacles à la réalisation effective du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Deuxièmement, j'en viens maintenant à la question de l'occupation, colonisation et annexion prolongée du territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël. J'aborderai à cet égard 2 points. Les conséquences juridiques du caractère prolongé de l'occupation israélienne d'abord, puis le lien entre cette occupation prolongée et la question de la colonisation. Sur la question du caractère prolongé de l'occupation. L'occupation est une notion de fait objective qui se caractérise par le contrôle effectif exercé par un État sur un territoire déterminé. Depuis la fin de la guerre des 6 jours en 1967, Israël peut être considéré comme puissance occupante de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza au sens de l'article 42 du règlement de La Haye de 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre. Cette situation de fait, constatée par la Cour, ainsi que par le Conseil de sécurité des Nations unies, suppose l'application des normes internationales prévues en cas d'occupation militaire. Ces normes internationales établissent des droits pour la puissance occupante, notamment pour préserver sa sécurité et ne pas compromettre les nécessités militaires. Mais elles lui imposent surtout des obligations positives, dont la principale est la protection des populations soumises à l'occupation. À ce titre, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale ont rappelé à maintes reprises les obligations d'Israël au titre de la 4e Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949. Ces normes internationales s'appliquent indépendamment de la licéité de l'opération ayant permis à l'État d'exercer son contrôle effectif sur le territoire occupé. Elles s'appliquent aussi indifféremment de la durée de l'occupation, et ce bien que celle-ci doivent être envisagée dans son essence comme temporaire. Ces obligations de protection s'appliquent, pour reprendre les termes de l'article 6 de la 4e Convention de Genève, pendant, je cite, la durée de l'occupation. Fin de citation. Avec une occupation des territoires palestiniens qui dure depuis 1967, ce caractère prolongé paraît difficilement pouvoir être justifié par les nécessités de guerre au sens de l'article 23G du règlement de La Haye de 1907. En effet, les circonstances justifiant l'occupation dans la période suivant immédiatement les opérations militaires ne peuvent plus être invoquées plusieurs décennies après la fin de ces opérations. C'est ce qui a conduit le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale à demander aux forces armées israéliennes de se retirer des territoires occupés à plusieurs reprises depuis la résolution 242. De l'avis de la France, le caractère indéfiniment prolongé d'une occupation est contraire au fait que celle-ci devrait être provisoire par nature. Pour autant, l'occupation est une question de fait dont découle un régime juridique spécifique. Son caractère prolongé ne suffit pas à lui seul
à la qualifier d'illicite. Le danger serait qu'un tel constat d'illicéité conduise à soutenir l'inapplicabilité du régime. Cela aboutirait à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable où les populations civiles se verraient privées de la protection offerte par ce régime, protection pourtant d'autant plus nécessaire que la dite occupation perdure dans le temps. Une incertitude sur le cadre juridique applicable serait d'autant plus préjudiciable dans le contexte actuel des opérations militaires dans la bande de Gaza, territoire sur lequel Israël exerce maintenant un contrôle renforcé. Dans ce territoire, aujourd'hui, les populations civiles touchées doivent absolument et nécessairement pouvoir bénéficier des règles de protection minimale prévues par le droit de l'occupation. J'en viens au deuxième point, sur le lien entre l'occupation prolongée et la politique de colonisation des territoires palestiniens occupés. La colonisation de territoires occupés est contraire aux conventions de Genève. En ce sens, l'article 49 de la 4e Convention de Genève dispose que, je cite, « La puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle ». Fin de citation. Le Conseil de sécurité a eu à plusieurs reprises l'occasion de dénoncer cette situation. Dans son avis de 2004, la Cour avait aussi conclu que, je cite, « Les colonies de peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, l'ont été en méconnaissance du droit international ». Fin de citation. Ce constat d'illicéité demeure aujourd'hui d'autant plus fondé que depuis 2004, Israël a poursuivi et accéléré sa politique de création ou d'extension de colonies dans les territoires palestiniens occupés. Sur cette question, la France réitère sa ferme condamnation de la politique illégale de colonisation mise en œuvre par Israël, en particulier dans le contexte actuel. Cette politique, dont relèvent également les évictions de familles palestiniennes et la destruction de structures palestiniennes, doit cesser. La guerre à Gaza ne doit en aucun cas constituer un prétexte pour continuer à imposer sur le terrain des mesures unilatérales qui sapent les perspectives d'une solution à deux États, seule à même de garantir une paix juste et durable. Dans un communiqué conjoint du 15 décembre 2023, la France a réitéré, je cite, sa position relative à la politique de colonisation qui est illégale en vertu du droit international et rappelé à Israël les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier l'article 49 de la 4e Convention de Genève. La France a également fermement condamné les violences commises par les colons extrémistes qui terrorisent les communautés palestinienne. Fin de citation. Suivre, donc, si vous pouvez un peu ralentir. Merci. Sur ce dernier point, la France a pris des mesures à titre national contre certains colons israéliens violents et s'est déclarée favorable à l'adoption au niveau européen de sanctions à leur encontre. Par ailleurs, il doit être rappelé que le statut de puissance occupante ne confère rigoureusement aucun titre juridique justifiant une annexion. À cet égard, le fait que l'occupation soit d'une durée particulièrement longue ne saurait en tout état de cause permettre de légitimer des prétentions d'annexion. Bien au contraire, l'un des principes cardinaux du droit international est celui prohibant ce type d'annexion. Comme cela ressort notamment de la résolution 2625, je cite, « Nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale ». Fin de citation. Dans ce contexte, une annexion d'un territoire qui tenterait de se fonder sur le caractère prolongé d'une occupation ne pourrait être considérée que comme nulle et non avenue au regard du droit international. Troisièmement, la question posée par l'Assemblée générale vise également les conséquences juridiques des lois et mesures discriminatoires connexes adoptées par Israël. De l'avis de la France, cette question vise les lois et mesures appliquées au territoire palestinien occupé, mais en contradiction avec le régime international prévu pour les territoires occupés. Les lois et mesures qui présentent un caractère discriminatoire contreviennent non seulement aux dispositions des conventions précitées de La Haye et de Genève, mais également aux principaux textes internationaux
en matière de droits de l'homme qui lient Israël et qui sont applicables au territoire palestinien occupé. La France relève que le droit international humanitaire n'exclut pas nécessairement qu'un statut différencié puisse s'appliquer à la population d'un territoire occupé. Ce statut ne peut cependant justifier l'adoption de lois et mesures qui présenteraient un caractère discriminatoire. Comme la Cour l'a précisé dans son avis de 2004, la protection offerte par les conventions régissant les droits de l'homme ne cesse pas en cas de conflit armé. Le droit de l'occupation doit donc être mis en œuvre en tenant compte du droit international des droits de l'homme applicable. La puissance occupante est en particulier tenue d'exercer ses droits et devoirs en tenant compte de l'obligation de non-discrimination, laquelle découle notamment de l'article 2 du Pacte sur les droits civils et politiques. La question posée à la Cour porte également sur les mesures visant à modifier la composition démographique du territoire considéré. De l'avis de la France, le droit international interdit clairement la mise en œuvre par la puissance occupante de mesures qui seraient de nature à modifier la composition démographique du territoire considéré. À ce sujet, la France réitère sa condamnation des propos promouvant l'installation de colonies à Gaza et le transfert de la population palestinienne de Gaza hors de ce territoire. La France rappelle que la Cour a énoncé l'obligation pour Israël de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir ce type de propos. Comme en Cisjordanie ou ailleurs, une telle modification de la composition démographique de la bande de Gaza constituerait en effet une très grave violation du droit international tant conventionnel que coutumier. Quatrièmement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, j'en viens maintenant à la question du statut de Jérusalem. Par plusieurs de ces résolutions, notamment la résolution 478 de 1980, le Conseil de sécurité a affirmé le caractère internationalement illicite des mesures prises par Israël pour modifier le statut de Jérusalem, y compris la loi fondamentale du 30 juillet 1980, qui proclame Jérusalem une et indivisible comme capitale de l'État d'Israël. La résolution 478 de 1980 rappelle que l'adoption de cette loi fondamentale ne remet pas en cause l'application de la 4e Convention de Genève. Il ne fait donc aucun doute que le statut unilatéral imposé par Israël à Jérusalem est nul et non avenu au regard du droit international. En outre, les mesures protectrices prévues par la 4e Convention de Genève doivent s'appliquer à Jérusalem, comme dans le reste des territoires palestiniens occupés. Dès lors, l'expropriation des terres palestiniennes à Jérusalem-Est, mais aussi les statuts dédiés aux habitants palestiniens de Jérusalem-Est, constituent autant de manquements à l'obligation pour la puissance occupante de prendre de telles mesures protectrices. En effet, ce ne sont pas seulement les mesures militaires qui contreviennent aux obligations d'Israël en tant que puissance occupante, mais aussi les mesures du droit civil israélien appliqué aux Palestiniens de Jérusalem-Est. Israël est, au regard du droit international, plus largement tenu de ne pas adopter de mesures législatives ou autres tendant à modifier le statut de Jérusalem. Comme le rappelle la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité du 20 février 2023, la France considère qu'il convient de maintenir inchangé le statu quo historique sur les lieux saints à Jérusalem. Cinquièmement et dernièrement, la demande d'avis consultatif de l'Assemblée générale porte enfin sur les conséquences juridiques découlant des violations du droit international susceptibles d'être constatées par la Cour. À cet égard, il est utile de rappeler que, dans son avis de 2004, la Cour avait répondu en distinguant les conséquences juridiques pour Israël
et celle pour les autres États, ainsi que, le cas échéant, pour l'Organisation des Nations Unies elle-même. Il en sera de même dans les présentes observations orales. En ce qui concerne Israël, la première conséquence juridique est l'obligation de cessation de l'illicite. Selon les termes de l'article 30A des articles de 2001 de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites, l'État responsable d'un fait illicite a l'obligation d'y mettre fin si ce fait continue. L'examen de la situation dans les territoires palestiniens occupés fait apparaître des violations continues du droit international auxquelles Israël doit mettre un terme. Ces violations portent, on l'a vu, sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et sur les règles du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme applicables à la situation dans les territoires palestiniens occupés. Sont notamment concernés les transferts de populations israéliennes dans le cadre de la politique illégale de colonisation menée par Israël et les mesures discriminatoires ou restreignant certains droits et libertés de la population palestinienne dans les territoires occupés. Cette obligation doit être rappelée avec d'autant plus de force que, dans le contexte des tensions actuelles, la politique de colonisation se double d'un accroissement des violences commises contre les Palestiniens de Cisjordanie. L'obligation de cessation a des implications tant juridiques que matérielles. Dans le cadre de la présente procédure, l'obligation de cessation implique que les politiques et pratiques identifiées comme violant le droit international prennent fin. Elle implique aussi que soient abrogés les actes juridiques internes sur lesquels elles sont fondées, ainsi que des actions positives pour garantir le respect du droit international. La deuxième conséquence juridique résultant d'une violation du droit international est la réparation. Dans le cadre de la présente demande d'avis consultatif, la France considère que cette obligation de réparation s'étend à l'ensemble des dommages causés à la population palestinienne du fait de la politique et des pratiques d'Israël ne respectant pas le droit international. En règle générale, l'obligation de réparation doit, autant que faire se peut, prendre la forme de la restitution, et à défaut celle de l'indemnisation si la restitution n'est plus ou pas possible. S'agissant de violations concernant le peuple palestinien dans son ensemble, des formes de réparation collective ou symbolique seraient envisageables. Enfin, au titre de la satisfaction, il conviendrait qu'Israël mène des enquêtes et poursuive, le cas échéant, les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme commises dans les territoires palestiniens occupés. En ce qui concerne les autres États, la Cour avait déjà constaté dans son avis de 2004 le caractère erga omnes des obligations internationales violées par Israël à l'occasion de la construction du mur dans les territoires palestiniens occupés. Dans le cadre de la présente demande d'avis consultatif, le même constat s'impose à propos des atteintes aux droits des peuples à l'autodétermination découlant de l'occupation prolongée par Israël de territoires palestiniens, ainsi que de la politique et des pratiques menées dans les territoires palestiniens occupés. Il en résulte pour tous les États une obligation de non-reconnaissance de toute situation créée en violation grave du droit international. Toute forme d'annexion, y compris partielle, ne saurait ainsi être reconnue au regard du droit international. À cet égard, dans les territoires palestiniens occupés comme partout ailleurs, la France ne reconnaîtra jamais l'annexion illégale de territoire. Le respect du statut international des territoires palestiniens occupés emporte également des effets sur le plan économique. On rappellera à ce propos que dans sa résolution 2334 de 2016,
le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé à tous les États de faire une distinction dans leurs échanges en la matière entre le territoire de l'État d'Israël et les territoires occupés depuis 1967. Cela se traduit notamment dans le droit de l'Union européenne par la prise en compte du droit international et de l'avis de la Cour de 2004 afin de traiter différemment les produits en fonction de leur origine. En ce qui concerne les Nations Unies, celle-ci pourra, comme cela fut le cas en 2004, préciser le cas échéant les suites à donner à l'avis de la Cour à propos du droit du peuple palestinien à l'autodétermination et des risques d'atteinte au statut international des territoires palestiniens occupés, notamment s'agissant des garanties offertes par ce statut à la population palestinienne. Enfin, il faut rappeler que la Cour avait demandé en 2004 à l'Organisation des Nations Unies dans son ensemble de redoubler d'efforts pour mettre rapidement un terme au conflit israélo-palestinien afin d'établir une paix juste et durable dans la région. Cette demande de s'engager dans la voie de négociations de paix entre les parties prenantes, appuyée par la communauté internationale, reste plus que jamais pertinente. La France est prête à apporter son soutien à tous les efforts qui seront fournis dans ce sens. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie pour votre attention. Je remercie la délégation de la France pour son exposé. I invite now the next participating delegation, the Gambia, to make its oral statement before the court. I thus call upon His Excellency, Mr. Dauda Jallow, to take the floor. Mr. President, honorable members of the court, it is an honor for me to appear before you to present the Republic of the Gambia in these essential advisory opinion proceedings. As was the case with the Gambia's written statement, my oral submission today focuses on the second question presented to the court regarding the legal status of the occupation and the legal consequences that arise therefrom. The preamble of the UN Charter reminds us the fundamental goals of our international system: to save succeeding generations from the scourge of war, to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human persons, in the equal rights of men and women, and of nations large and small, to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress, better standards of life, in large freedom. Mr. President, members of the court, notwithstanding the great resources invested by the international community at large, none of these goals have been achieved for the Palestinian people. None of them. And none of these goals can be achieved for the Palestinian people until Israel's illegal occupation of the Palestinian territories is brought to an end. My remarks today will focus on 3 points. First, I will discuss the fact that a belligerent occupation can be illegal per se under certain circumstances. Second, I will set forth 3 reasons why Israel's prolonged occupation of the Palestinian territories is illegal, a view shared by a substantial majority of the states participating in these proceedings. Third, I will conclude by emphasizing the essential role of this court in declaring that Israel's occupation is illegal and must be brought to an end immediately. As the court knows quite well, the international system is based on certain fundamental principles of law, which includes peremptory norms of international law or jus cogent norms. Adherence to these norms is not subject to derogation, and compliance with them is owed erga omnes to the international community as a whole. Some of the recognized jus cogent norms include prohibition of aggression, prohibition of genocide, the prohibition of apartheid, and the right to self-determination. If a particular action of a state violates one or more jus cogent norms, that action is illegal under international law. Any state may invoke the responsibility of that state for such a violation and seek an immediate end to it.
This is fundamentally the situation regarding Israel's occupation in the Palestinian territories. The international community, collectively over many years, has found Israel's occupation of the Palestinian territories to be illegal, among other reasons on account of its violations of multiple Juscordian norms. And collectively, we have invoked Israel's responsibility in that regard to end the occupation. Mr. President, at least one state in the course of these proceedings has suggested that an occupation under international law cannot be illegal under any circumstances. This argument posits that an occupation exists, therefore it's legal. The proposition is unfounded in international law and fails for several reasons. First, this argument confuses jus in bello and completely ignores the jus ad bellum. As the court is well aware, international humanitarian law and the jus in bello is the body of law that governs the ways which warfare can be conducted. It includes within it the law of occupation, a body of rules regulating the conduct of occupying power. It is indeed true that the obligations under jus in bello, as they relate to an occupation, persist throughout the pendency of the occupation. But separate from jus in bello is the jus ad bellum, or the conditions under which state may resort to armed force. It is the jus ad bellum that addresses the legality of use of force, including an occupation, which is maintained by ongoing use of force. Article 2(4) of the UN Charter prohibits the threat or use of force in any manner inconsistent with the purpose of the United Nations. The only exceptions to this prohibition are the very narrow circumstances of the force authorized by the UN Security Council or self-defense under Article 15 of the Charter. Any use of force outside of these narrow exceptions, that is, an